Je m'appelle Clara, j'ai 32 ans, et pendant 3 ans, j'ai été la femme qui a maintenu la famille de mon mari unie alors qu'il me traitait comme si je n'existais pas. Voici l'histoire de ma disparition et de ce qui s'est passé lorsqu'ils ont réalisé que j'étais la seule chose qui les maintenait debout. Si vous avez déjà été la personne invisible à la table de votre propre famille, laissez un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner. J'ai grandi dans une ville si petite qu'on pouvait la manquer pendant une pause pipi. Oak Haven, dans l'Ohio. Un feu de signalisation, un petit restaurant, une église avec un toit qui fuyait et que personne ne réparait jamais. Mon père travaillait à l'aciérie, 2 villes plus loin. Il est mort quand j'avais 19 ans, dans un accident du travail un mardi après-midi. Ma mère a tenu de même 6 ans de plus avant que le cancer ne l'emporte. J'avais 25 ans, je me tenais dans un couloir d'hôpital avec un presse-papier rempli de formulaires et personne à appeler. Pas de frères et sœurs, pas d'oncle ni de tante digne d'être mentionnés. Juste moi et un appartement de location avec une table de cuisine où je mangeais seul. J'ai appris le graphisme en autodidacte sur un ordinateur portable fissuré que j'avais acheté dans un mont-de-piété pour $60. Des tutoriels gratuits, des logiciels gratuits. Je faisais des prospectus pour l'église locale, des menus pour le restaurant, un logo pour la quincaillerie, je facturais $40 par travail et je pensais que je m'en sortais bien. Finalement, j'ai économisé assez d'argent pour aller au collège communautaire, 2 semestres de base du commerce, juste assez pour apprendre à facturer correctement et à déclarer mes propres impôts. Puis j'ai rencontré Connor Miller à la foire du comté de KBEC. Il travaillait au stand du jeu de massacre pour les pompiers volontaires. De grandes mains, un sourire facile. Il m'a apporté des fleurs sauvages la 2e fois que nous sommes sortis ensemble. Pas achetées dans un magasin, mais cueillies dans le champ derrière la maison de sa mère. Il écoutait quand je parlais. Il ne m'interrompait pas. J'ai pensé avoir trouvé ce qui me manquait depuis la mort de mes parents. Une famille, un endroit où avoir ma place. Nous nous sommes mariés au bout d'1 an. J'ai emballé tout ce que je possédais dans 4 cartons et j'ai déménagé à Blackwood, dans le Maine, pour me rapprocher de sa famille. Je croyais y gagner une famille. Il s'est avéré que j'y gagnais un public pour ma propre humiliation. Le déjeuner mensuel des Miller existait depuis 15 ans quand je suis arrivé. Le premier samedi de chaque mois, qu'il pleuve ou qu'il vente, dans le jardin de Barbara. Le jardin n'avait rien d'extraordinaire. Une clôture grillagée, un barbecue au propane que le père de Connor avait acheté avant son accident. 2 tables pliantes recouvertes de nappes en plastique que Barbara remplaçait 2 fois par an, qu'elles en aient besoin ou non. Entre 20 et 30 personnes s'y retrouvaient. Des cousins, des amis de l'église, quelques voisins qui venaient pour la nourriture gratuite et restaient pour les commérages. Voici ce dont personne ne parlait, c'est moi qui faisais tout. J'allais chercher la viande chez le boucher local le jeudi. Le vendredi soir, je marinais le poulet, préparais la salade de macaroni, préparais la sauce pour la salade de choux. Le samedi matin, je cuisais les biscuits au cheddar, chargeais le camion, conduisais chez Barbara, installais les tables, disposais les serviettes et les assiettes, et arrangeais le centre de table de fleurs sauvages que je coupais dans le champ derrière. La contribution de Barbara consistait à s'asseoir dans sa chaise de jardin verte, accueillant les invités comme une reine recevant ses sujets, et acceptant chaque compliment comme si elle était restée devant les fourneaux depuis l'aube. Barbara, cette salade de macaroni est divine. Eh bien, merci, Carole. Une vieille recette de famille. Ma recette. La recette de ma grand-mère, en fait. L'une des rares choses qu'il me restait de ma mère, mais je ne la reprenais jamais. Je me disais que cela n'avait pas d'importance. La nourriture était bonne. Les gens étaient heureux. Et corriger Barbara dans son propre jardin revenait à exciter un nid de frelons avec un bâton court. Connor ne l'a jamais remarqué. Ou, s'il l'a fait, il l'a gardé pour lui. De la même manière qu'il gardait beaucoup de choses pour lui. Le site web fonctionne pratiquement tout seul, a-t-il dit un jour à l'oncle Stan, en parlant de la présence en ligne du garage automobile. C'est moi qui avais conçu ce site web. C'est moi qui l'entretenais. C'est moi qui répondais aux emails de demande de renseignements. Connor ne connaissait même pas le mot de passe de l'hébergeur. Barbara Miller avait mérité son trône, je le lui accorde. Il y a 20 ans, son mari Frank rentrait d'un quart de nuit lorsqu'un élan a traversé son pare-brise sur la route 1, lui fracassant 2 vertèbres. Il a passé 4 mois dans un lit d'hôpital et est revenu dans un fauteuil roulant qu'il ne quitterait plus jamais.
Connor avait 14 ans, Chloé en avait 8. Barbara avait une hypothèque, 2 enfants, un mari handicapé et un diplôme d'études secondaires. Elle a ouvert une garderie à domicile le mois suivant. Pendant 14 ans, elle a élevé les enfants des autres dans son salon pour garder la lumière allumée chez elle. Elle cuisinait, nettoyait, changeait les couches, remplissait les formulaires d'impôts et a permis à cette famille de respirer quand elle avait toutes les raisons de s'arrêter. Elle a pris sa retraite 3 ans avant que j'épouse Connor, et elle méritait amplement tout le repos qu'elle s'accordait. Le problème n'était pas ce que Barbara avait fait. Le problème était ce que Barbara ne pouvait s'empêcher d'être. Elle avait construit son identité sur le sacrifice. C'était elle qui portait tout, elle qui ne demandait jamais d'aide, elle qui maintenait la famille unie quand le monde tentait de la déchirer. Et puis je suis arrivé. Jeune, professionnel, capable. Connor me regardait de la même manière qu'il la regardait autrefois, comme si j'avais les réponses. Barbara n'a pas vu une belle fille. Elle a vu une rivale pour la remplacer. Lors du premier Thanksgiving auquel j'ai assisté, j'ai apporté une tarte aux myrtilles faite maison, selon la recette de ma maman. Barbara en a picoré une bouchée, n'a rien dit, et a servi à la place une tarte achetée au supermarché Anaphore. Quand les invités ont demandé ce qu'il y avait pour le dessert, elle a désigné la boîte d'un geste de la main. La femme de Connor a essayé. Dieu la bénisse. La veille de ce Thanksgiving, Connor avait reçu un appel de Barbara. Il était resté en ligne pendant 20 minutes. Lorsqu'il a raccroché, il était tendu. J'ai demandé ce qui n'allait pas. Rien, a-t-il dit. Juste maman qui fait sa maman. Chloé avait 28 ans et vivait dans le sous-sol de Barbara. Elle s'était inscrite dans une école d'esthétique l'année précédant mon mariage avec Connor, avait abandonné au bout d'un semestre et n'avait rien tenté d'autre depuis. Elle travaillait à temps partiel à la station Sunoco de la ville. Assez pour s'acheter des cigarettes et de l'essence, pas assez pour un loyer. Barbara couvrait le reste. Chloé ne me l'a jamais dit directement, mais on pouvait le sentir dans sa façon de me regarder travailler, dans la manière dont sa mâchoire se crispait quand Connor mentionnait quelque chose que j'avais dessiné. Elle avait la même envie que moi à 22 ans. Le genre d'envie qui vous fait observer la vie des autres en vous demandant pourquoi la vôtre ne démarre pas. La différence, c'est que moi, j'avais agi. Chloé a canalisé la sienne dans la cruauté. Elle m'appelait, la boniche, quand j'étais dans la cuisine de Barbara, assez fort pour que je l'entende, mais assez bas pour pouvoir le nier plus tard. Un jour, elle a accidentellement renversé sa bouteille de sauce barbecue ouverte sur la sacoche de mon ordinateur portable, en ricanant. Barbara a souri en coin. Personne ne s'est excusé. Et puis il y avait l'oncle Stan. Le frère aîné de Barbara, 65 ans, retraité de l'usine de papier de Bangor, veuf depuis 3 ans. Ce repas en plein air était le seul événement social qui lui restait. Il gardait sa place à table de la même manière que Chloé gardait la sienne, en faisant le spectacle. « Tu sais vraiment comment remplir une assiette, ma fille ?» m'a-t-il dit un jour, assez fort pour que tout le jardin l'entende. « C'est bien tout ce que tu sais faire. » Tout le monde a ri. Ils pensaient que c'était drôle. Peut-être que ça l'était pour eux. Barbara s'est adossée et a souri. C'était également lors du Thanksgiving de la 2e année qu'elle l'avait dit le plus clairement. Quelques verres de vin bu alors que la table n'était pas encore débarrassée. Elle m'a regardé de l'autre côté de la table et a dit presque à voix basse, « Tu as toujours été une simple invitée dans cette famille. » Connor l'a entendu. Je sais qu'il l'a entendu. Il a tendu le bras pour attraper la saucière. Connor ne m'a jamais insulté. Il n'a jamais haussé la voix. Il ne m'a jamais dit que je n'étais pas la bienvenue. Son arme était plus silencieuse. Chaque fois que Barbara disait quelque chose de cinglant, je regardais Connor. Et chaque fois, il détournait le regard ou riait, ce petit rire faible et sans conviction qui ressemblait à de l'air s'échappant d'un pneu. Elle ne le pense pas, disait-il plus tard dans le pick-up sur le chemin du retour. C'est juste sa façon de parler. Je l'ai affronté 3 fois en 3 ans. Chaque fois, c'était la même chose. Je déballais tout, les remarques, la récupération de mon travail, la façon dont Chloé m'appelait la boniche. Et Connor hochait lentement la tête, comme un homme entendant un diagnostic qu'il soupçonnait déjà. « Tu as raison, disait-il. Je vais parler à maman. » Il ne l'a jamais fait. La 3e fois, j'ai lui ai dit que je voulais sauter le prochain déjeuner.
Il est devenu silencieux. Puis il a dit, « Maman m'a élevé seule après l'accident de papa. Elle a tout abandonné. Elle a besoin d'avoir sa famille autour d'elle. Clara, s'il te plaît. Fais-le pour moi. » J'y suis allé. J'y allais toujours. Il m'a fallu trop de temps pour comprendre ce que faisait Connor. Il n'était pas neutre. Il n'y a pas de neutralité possible quand votre femme est insultée à la table de votre mère et que vous tendez le bras vers la saucière plutôt que de faire preuve de courage. Le silence est un parti pris. Connor a choisi le sien chaque mois. Il n'était pas cruel de la manière dont Barbara était cruelle. Il était quelque chose de pire. Il était confortable. Il avait grandi sous les règles de Barbara. Il avait appris tôt qu'être d'accord avec elle garantissait la paix, et que ne pas l'être signifiait devenir la prochaine cible. Donc, il acquiesçait. Il acquiesçait quand elle se moquait de ma tarte. Il acquiesçait quand Chloé renversait de la sauce sur mon sac. Il acquiesçait quand Barbara me disait que je n'étais qu'une invitée. Il acquiesçait en ne disant rien. Et rien, c'est exactement ce que j'ai reçu de sa part quand j'avais besoin de tout. Je suis resté 3 ans. Les gens demandent pourquoi. La réponse n'est ni simple, ni flatteuse. Commençons par l'aspect pratique, nos 2 noms étaient sur l'hypothèque. J'avais construit mon portefeuille de clients indépendants à Blackwood, le restaurant, la quincaillerie, l'église, une clinique vétérinaire dans la ville voisine. Mon réseau social était la communauté de l'église. Partir signifiait s'éloigner des seules personnes qui me disaient bonjour à l'épicerie. Et puis il y avait cette chose que je ne pouvais pas dire à voix haute, mes parents étaient morts. Mes grands-parents étaient morts. Je n'avais ni frères et sœurs, ni cousins à qui j'avais parlé depuis mes 12 ans. Les Miller dysfonctionnels, méprisants, parfois ouvertement hostiles étaient la seule famille qu'il me restait. Partir signifiait s'avancer vers le néant. Et j'avoue autre chose, le sens exagéré des responsabilités était mon point faible. Je gérais la logistique des déjeuners parce que personne d'autre ne le faisait. Je tenais les comptes du garage parce que Connor était incapable de gérer un tableau Excel. J'ai aidé Chloé à mettre en page son CV à 2 reprises. J'ai conduit l'oncle Stan à ses rendez-vous chez le cardiologue quand Barbara disait qu'elle était trop occupée. Je me disais que j'étais indispensable, et cela ressemblait d'assez près au sentiment d'être aimé. Mais je n'étais pas stupide. 3 mois après mon mariage, j'avais ouvert un compte d'épargne à mon seul nom dans une autre banque. J'y versais $100 par semaine sans le dire à Connor. Lors du barbecue de juillet, celui du hot dog, j'avais $14 200 sur ce compte. J'avais également cherché des appartements à Burlington, dans le Vermont, à 3 reprises. Je connaissais le loyer moyen d'un studio. Je savais quel quartier possédait les meilleurs cafés, les meilleures imprimeries et les petites galeries d'art. Je construisais un plan de sortie de la même manière que je construisais tout le reste, discrètement, avec compétence, seul. Ce qui me manquait, c'était une raison assez percutante pour passer à l'action. Barbara m'en a donné une. Le déjeuner de juillet. J'ai commencé les préparatifs à 7 heures du matin. J'ai fait mariner le poulet toute la nuit. J'ai préparé la salade de macaroni de mémoire. La recette de ma grand-mère, celle que Barbara s'attribuait. J'ai fait cuire 2 plaques de biscuits au cheddar, j'ai tout chargé dans la benne du pick-up, j'ai conduit chez Barbara, j'ai installé les tables, disposé les serviettes et les assiettes, et arrangé le centre de table de fleurs sauvages que je coupais dans le champ de derrière. La contribution de Barbara consistait à s'asseoir dans sa chaise de jardin verte, accueillant les invités comme une reine recevant ses sujets, et acceptant chaque compliment comme si elle était restée devant les fourneaux depuis l'aube. « Tu as oublié un endroit sur cette table » m'a-t-elle dit. Je l'ai essuyé. 23 personnes sont arrivées. Le poulet était parfaitement grillé. La salade de macaroni a disparu en 30 minutes. L'oncle Stan a rempli son assiette 3 fois. Carole, de l'église, a dit à Barbara que les biscuits étaient les meilleurs qu'elle ait jamais mangés. Barbara a répondu, « Eh bien, j'ai ajouté un peu de cheddar fort cette année. » Je ne l'ai pas corrigé. Je me suis versé une limonade et je me suis assise au bout de la table. Puis la conversation a dévié sur la famille. Quelqu'un a mentionné le nouveau bébé d'un cousin. Barbara s'est penchée en avant, son verre à la main, haussant la voix pour que tout le jardin l'entende. La famille, c'est tout. Le sang, c'est tout. Elle m'a regardé directement. La table est devenue silencieuse pendant une fraction de seconde.
Ce silence si particulier qui s'installe quand tout le monde sait que quelque chose va tomber. Honnêtement, Clara, si tu disparaissais demain, personne ne remarquerait ton absence. Le rire est venu de partout. Un rire court et étouffé de Connor. Un rire fort et aigu de Chloé. Un rire grave de l'oncle Stan, comme s'il avait attendu cette blague tout l'après-midi. Les voisins, les cousins, et même le couplet de l'église qui venait de manger mes biscuits. J'ai regardé mon assiette. Le hot-dog, la moutarde, les condiments. Je l'ai pris, j'ai mordu dedans lentement, j'ai regardé Barbara. Nous verrons bien. Elle a scié. Puis quelqu'un a dit quelque chose sur la pré-saison des Patriots, et la conversation a continué. Plus personne ne m'a regardé. Il n'en avait pas besoin. Ma décision était prise. Vous connaissez ce sentiment quand tout le monde rit et que vous réalisez que la cible de la plaisanterie, c'est vous? Quand vous avez tout donné pour une famille qui vous considère comme un meuble. Si vous vous êtes déjà assis à une table où vous avez fait toute la cuisine mais n'avez reçu aucun crédit, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi que je ne suis pas la seule. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, car ce que j'ai fait ensuite, ils ne l'ont jamais vu venir. Nous sommes rentrés à la maison en silence. Connor a allumé la radio. Une station de country, une chanson sur une soirée dans un pick-up et une fille. Il fredonnait. À 22h, il s'est endormi sur le canapé, la télécommande sur la poitrine et une bière tiède sur la table d'appoint. Je me suis tenu dans l'encadrement de la cuisine et je l'ai regardé respirer. 3 ans. 3 ans de, elle ne le pense pas. 3 ans à lui laisser le mérite de ma salade de macaroni, à essuyer la sauce barbecue sur la sacoche de mon ordinateur et à m'entendre dire que je n'étais qu'une invitée dans une famille que je nourrissais, finançais et maintenais debout de mes 2 mains. J'ai bougé sans bruit. Une valise, mon ordinateur portable, mes chargeurs, mon passeport, mon acte de naissance, le relevé de mon compte d'épargne, de quoi m'habiller pour une semaine, la photo encadrée de ma mère qui était sur la table de chevet, celle où elle rit de quelque chose que mon père a dit. La tête en arrière, la main sur son bras. J'ai laissé mon alliance sur le comptoir de la cuisine, à côté de la salière. Je n'ai pas écrit de mots. Il n'y avait plus rien à expliquer à quelqu'un qui avait passé 3 ans sans m'écouter. À 2h du matin, je suis sorti de l'allée, phares éteints jusqu'à ce que j'atteigne la route principale. À la station-service sur la route 1, je me suis garé sous les lumières fluorescentes et j'ai bloqué tous les numéros des Miller sur mon téléphone. Connor, Barbara, Chloé, l'oncle Stan, chaque cousin, chaque contact de l'église qui avait ri à cette table. Puis je me suis regardé dans le rétroviseur. Les yeux secs, la mâchoire serrée. Je l'ai dit à haute voix juste pour l'entendre, nous verrons bien. La route vers l'ouest était déserte. J'ai allumé la radio sur une station sans parole et j'ai conduit jusqu'à ce que Blackwood ne soit plus qu'un nom sur un panneau que j'avais déjà dépassé. Le motel près de Concord, dans le New Hampshire, sentait le nettoyant pour tapis et la cigarette d'un autre. Je me suis assise sur le bord du lit à 6h du matin, ma valise fermée, mon ordinateur portable en équilibre sur mes genoux, et tout le poids de ce que je venais de faire m'est tombé dessus comme un sac de gravier. Pas de famille, pas de mari, pas de beaux-parents pour m'appeler. Bien que ce dernier point soit plus un soulagement qu'une perte. J'avais une valise, un ordinateur et un compte d'épargne qui me permettraient de tenir 3 mois si je ne faisais pas de bêtises. J'ai pleuré à chaudes larmes, de ces pleurs-là que je n'avais pas eu depuis le couloir de l'hôpital où j'avais signé seul les papiers de sortie de ma mère pour les soins palliatifs. Mais je ne pleurais pas sur Barbara. Je pleurais sur ma mère, sur le fait qu'elle m'aurait attrapé par les épaules dès la première année en me disant « Ma petite, monte dans ce camion et roule ». Elle aurait eu raison. J'aurais dû écouter son fantôme plus tôt. Quand les larmes ont cessé, je me suis lavé le visage, j'ai ouvert mon ordinateur et je me suis mis au travail. Compte d'épargne, 14 200 $. Assez pour le premier et le dernier mois de loyer, plus 3 mois de dépenses, si je mangeais simplement et n'achetais rien d'inutile. J'ai cherché les locations à Burlington, les mêmes annonces que j'avais consultées 3 fois auparavant. Il y avait un studio au-dessus d'une imprimerie sur Church Street. Disponible immédiatement, 700 $ par mois, charges comprises. J'ai envoyé un email au propriétaire. Puis j'ai ouvert le site officiel du tribunal du Maine et j'ai déposé une demande de divorce. Non contesté, pas d'enfant, pas d'entreprise commune. Le formulaire a pris 40 minutes.
Ma première demande de travail indépendant est arrivée à 8h15. Un client régulier de Blackwood avait besoin d'une révision de logo pour son menu d'automne. Je l'ai terminé en 2 heures, j'ai facturé $75 et j'ai refermé l'ordinateur. Toujours au travail. Toujours debout. 2 semaines plus tard, je me tenais dans un studio sur Church Street à Burlington, dans le Vermont, une tasse de café à la main, sans rien d'autre dans la pièce qu'une table pliante, une chaise dénichée chez Emmaüs et une vue sur les Green Mountains à travers une fenêtre qui s'ouvrait pour de bon. L'espace faisait 37 mètres carrés. Il sentait l'encre et le vieux papier de l'imprimerie du dessous. Les parquets étaient rayés. Le radiateur émettait un cliquetis lorsqu'il s'allumait. Je l'ai aimé immédiatement. La propriétaire de l'imprimerie s'appelait Maureen, la cinquantaine, divorcée, des cheveux argentés coupés courts, des lunettes de lecture en permanence remontées sur le front, et une voix de personne habituée à donner des ordres toute sa vie en s'attendant à ce qu'on lui obéisse. Elle tenait la boutique seule. Impression offset, carte de visite, programme d'événements, le genre de travail que les grandes chaînes ne pouvaient faire avec une touche personnelle. Le premier matin, elle sortait un plateau d'invitation de mariage fraîchement imprimé quand je suis descendu chercher du café. Elle m'a dévisagé, des cernes de la taille de valise sous les yeux, une chemise froissée, mon ordinateur serré contre moi comme une bouée de sauvetage. « Salut », a-t-elle dit. « C'est vous la nouvelle locataire ?»« Oui, madame. »« Maureen. »« Vous buvez du café ?»« Oui, madame. » C'était tout. Pas d'interrogatoire, pas de pitié, pas de questions sur ma provenance ni sur la raison pour laquelle j'avais l'air d'avoir roulé toute la nuit. Juste du café et une porte laissée ouverte. J'ai passé ce premier mois à démarcher toutes les petites entreprises accessibles à pied, restaurants, galeries, une brasserie artisanale avec un logo qui semblait avoir été conçu en cours de technologie par un collégien. J'ai proposé des forfaits d'identité visuelle à des tarifs que je pouvais à peine me permettre de facturer. 2 clients ont signé avant la fin du mois. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Bethany m'a envoyé un SMS un mardi après-midi. Bethany Whitfield, la bibliothécaire en chef de la bibliothèque municipale de Blackwood, la seule personne de la ville à n'avoir jamais mis les pieds à un déjeuner des Miller. Elle n'était pas dans leur orbite. C'était juste quelqu'un qui tamponnait mes retours de livres et avait fini par me recommander des romans qu'elle pensait que j'aimerais. Je ne l'avais pas bloqué car elle ne m'avait jamais donné de raison de le faire. Connor est venu à la bibliothèque aujourd'hui, a-t-elle écrit. Il m'a demandé si je savais où tu étais. Il avait l'air mal en point, parasé, et visiblement il n'a pas dormi. J'ai fixé le message pendant un long moment avant de répondre. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que je n'en savais rien, parce que je ne le sais pas officiellement. Puis elle m'a envoyé un message plus long. Le site web du garage a sauté la semaine dernière. Personne ne connaît l'identifiant de l'hébergeur. Connor appelle le fournisseur d'accès pour essayer de le rétablir, mais il lui répète qu'il a besoin de l'adresse email du titulaire du compte, qui est la tienne. Je n'ai pas répondu à celui-là. 1 minute plus tard, le déjeuner doux a eu lieu, ou du moins a essayé. Barbara a tenté de tout faire elle-même. Elle a brûlé le poulet jusqu'au charbon. La salade de macaroni avait le goût de quelque chose fait par quelqu'un qui aurait lu la recette une fois avant d'abandonner à mi-chemin. 12 personnes seulement sont venues. L'oncle Stan a dit que la viande était sèche. Je l'ai lu 2 fois. Je m'attendais à ressentir quelque chose. De la satisfaction, peut-être, ou de la culpabilité. Ce que j'ai ressenti était plus calme, une sorte de constat lassé, comme regarder quelqu'un trébucher sur la même fissure de trottoir que vous évitiez depuis 3 ans. De plus, a ajouté Bethany, Barbara raconte à l'église que tu as fait une dépression, que tu es parti à cause de problèmes de santé mentale. J'ai répondu, laisse-la dire. Un autre SMS de Bethany. Connor est retourné vivre chez Barbara. Il ne pouvait pas assumer la maison tout seul. Remboursement de l'hypothèque. J'ai fermé l'application, je me suis versé un café, et je me suis remise au travail. Le 3e mois, l'hôtel boutique de College Street m'a appelé, Helen Vance. La propriétaire, 68 ans, ancienne directrice d'école, s'était reconvertie dans l'hôtellerie comme d'autres se lancent dans le jardinage. Elle avait vu ma carte de visite épinglée sur le tableau d'affichage de l'imprimerie de Maureen. Elle avait besoin d'une refonte complète de son image, logo, site web, signalétique, carte d'accès aux chambres, menu du petit déjeuner.
Elle avait un budget de 4 500 $ et une vision qu'elle ne parvenait pas à articuler au-delà de « chaleureux mais sophistiqué », comme un bon bourbon. J'ai passé 2 semaines sur le projet. 3 planches de tendance, des associations de police de caractère, des palettes de couleurs inspirées des montagnes visibles depuis ses fenêtres. Je les lui ai présentées sur sa table de salle à manger, un jeudi matin, tandis qu'elle me servait du café dans une tasse à l'anse ébréchée. Elle a étudié les planches en silence pendant une bonne minute. Puis elle a levé les yeux et a dit « Ma chérie, c'est exactement ce que j'imaginais sans pouvoir mettre de mots dessus. Où te cachais-tu » J'ai failli rire. Me cacher, c'était exactement ce que je faisais. Maureen a imprimé les épreuves pour la présentation finale. Nous avions alors commencé à prendre le café ensemble presque tous les matins. Rien d'officiel, juste 2 femmes travaillant seules, trouvant plus facile de travailler à proximité de quelqu'un d'autre. « Tu fuis quelque chose ?» m'a dit Maureen un matin, en faisant glisser une pile de menus imprimés sur le comptoir. Je les ai pris, les ai feuilletés, j'ai vérifié le calage des couleurs. « Je cours vers quelque chose », ai-je dit. Il y a une différence. Elle m'a lancé un regard qui signifiait qu'elle ne me croyait pas tout à fait, mais elle me respectait assez pour ne pas insister. Hélène m'a envoyé une carte de remerciement manuscrite lors du lancement de la nouvelle marque. Je l'ai épinglée sur le mur de mon studio. C'était le premier élément sur une surface restée nue depuis mon emménagement. Puis je me suis assise à mon bureau et j'ai pensé à la seule chose que j'avais évitée, le carton de ma mère. Les souvenirs que j'avais laissés dans le grenier des Miller. J'avais besoin de les récupérer. J'ai demandé à Bethany d'aller chercher le carton. Elle s'est rendue chez Barbara un samedi, sachant que Connor serait au garage. Barbara a ouvert la porte, lui a tendu le carton sans un mot et a refermé la porte avant même que Bethany n'ait atteint les marches du porche. Bethany me l'a envoyé en colis prioritaire. Il est arrivé un mercredi. Je me suis assise par terre dans mon studio, la boîte entre mes genoux, et j'ai décollé le ruban adhésif lentement. De la façon dont on ouvre quelque chose quand on sait d'avance que cela va faire mal. Les affaires de ma mère, les derniers morceaux physiques d'une femme qui m'avait aimé sans condition, et qui était morte avant que je puisse lui rendre l'appareil. Le bracelet en argent n'était plus là, celui que mon père lui avait offert le jour de leur mariage, fin, simple, gravé de leurs initiales sur le fermoir intérieur. Disparu. Ces fiches de recettes manuscrites avaient disparu. Des décennies de dîners du dimanche écrits de son écriture penchée, biscuits au cheddar, gratin de patates douces, tarte aux myrtilles, la salade de macaroni dont Barbara s'attribuait le mérite. Tout avait disparu. La photo encadrée du mariage de mes parents, mon père dans un costume de location, ma mère dans une robe cousue par sa sœur, disparue. À leur place, posé sur un torchon plié qui sentait encore la lessive de Barbara, il y avait un post-it jaune. L'écriture de Barbara, des lettres capitales enfoncées assez fort pour marquer le papier, « Tu n'as jamais mérité ça ». Je suis resté assis sur ce sol pendant un long moment. Je n'ai appelé personne. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. J'ai ramassé le post-it, je l'ai apporté à mon bureau et je l'ai mis dans le tiroir du haut. Au cas où j'aurais besoin de me rappeler pourquoi je suis parti. J'ai dit dans le vide, le bracelet, les recettes, la photo, tout avait disparu. Barbara les avait pris pour me faire du mal, et elle avait réussi. Et elle m'avait aussi donné quelque chose qu'elle n'avait pas prévu, de la certitude. Je ne fuyais plus. J'étais parti. Hélène Vance m'a recommandé au Conseil des Arts du Vermont. Le directeur, un homme nommé Arthur Sterling, la soixantaine, adepte des nœuds papillons, affichait cette politesse qui vient d'une bienveillance sincère envers les gens plutôt que d'une mise en scène. Il cherchait un graphiste pour leur gala annuel d'automne, invitation, programme, signalétique, visuel pour les réseaux sociaux, une identité visuelle complète pour l'événement. Le contrat était de 8 000 $, soit plus que ce que j'avais gagné en un seul mois dans toute ma carrière. J'ai défendu mon projet comme si ma vie en dépendait, parce que d'une certaine manière, c'était le cas. Arthur m'a appelé 2 jours plus tard. Mademoiselle Harper, a-t-il dit, j'avais recommencé à utiliser mon nom de jeune fille professionnellement. Nous aimerions choisir votre concept. Le comité a été unanime. J'ai raccroché, je me suis assise sur ma chaise et j'ai plaqué mes mains à plat sur mon bureau jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent de trembler. Cette semaine-là, j'ai signé le bail d'un vrai studio, un petit local commercial à 2 pâtés de maison de l'imprimerie de Maureen.
46 mètres carrés avec une vitrine et une porte qui fermait à clé. J'ai peint les murs en blanc chaud, suspendu les tirages de mon portfolio et commandé une enseigne pour la vitrine, Harper Creative. Maureen m'a aidé à l'installer. Elle a reculé, a penché la tête et l'a lu à haute voix, Harper Creative. Ça sonne bien. C'est le nom de ma mère, ai-je dit. Ça me semblait juste. Elle m'a tendu une bouteille de champagne, du bon marché avec un bouchon en plastique, et nous l'avons bu dans des tasses à café sur le trottoir tandis que le soleil se couchait derrière les montagnes. Pour la première fois depuis bien trop longtemps, j'avais l'impression de me tenir dans un endroit façonné pour moi, et non contre moi. Le nom de ma mère sur la vitrine, mon travail sur les murs, mes mains stables. Les nouvelles de Bethany arrivaient comme les rapports d'un effondrement au ralenti. Le site web du garage automobile était toujours en panne 4 mois après mon départ. Connor avait embauché un travailleur indépendant sur une plateforme en ligne, $2000 pour un site modèle qui plantait chaque fois que quelqu'un essayait de prendre rendez-vous. 3 de ses clients réguliers avaient fini par emmener leur camion chez une chaîne concurrente à Bangor. Barbara a essayé de redonner au repas de septembre sa gloire d'antan. Elle avait passé toute la journée à cuisiner, avait acheté le poulet elle-même, l'avait fait mariner comme elle m'avait vu le faire, ou du moins le pensait-elle. 8 personnes seulement sont venues. La salade de macaroni était collante. Les biscuits étaient secs. Chloé avait apporté de la salade de choux achetée en magasin, Barbara lui a dit que c'était de la paresse, et elles se sont disputées dans la cuisine assez fort pour que l'oncle Stan l'entende depuis le jardin. Stan, assis sur sa chaise, a dit à Connor, « Tu dois aller récupérer ta femme avant que toute cette famille ne s'effondre. » Connor a fixé son assiette. Elle ne répond pas à mes appels. Alors conduis jusque là-bas. Je ne sais pas où elle est. Cette partie était toujours vraie. Bethany n'avait dit à personne où j'étais parti, et je n'avais laissé aucune trace. Les papiers du divorce sont arrivés chez Barbara par courrier recommandé début octobre. La loi du Maine exigeait une signification à la dernière adresse connue. Connor avait dû signer l'accusé de réception. Selon Bethany, et est resté assis sur le porche d'entrée pendant 1 heure ensuite, tenant l'enveloppe. Puis il est entré et a appelé Bethany depuis le téléphone de la cuisine pendant que Barbara le surveillait depuis le couloir. Elle a vraiment déposé la demande, a-t-il dit. Bethany m'a raconté que sa voix s'était brisée sur le mot « déposer ». J'ai lu le SMS, j'ai fermé mon téléphone et je me suis remise à la conception de la maquette de l'invitation du gala. La bordure était d'un vert forêt profond. J'aimais le rendu sur le papier cartonné crème. L'appel est venu d'un numéro que je ne connaissais pas. J'ai décroché parce que j'attendais l'appel d'un imprimeur. Clara, salut, c'est Chloé. Cette voix m'a fait l'effet d'une douche froide. Chloé. Elle avait dû emprunter le téléphone d'une amie. Chloé, ai-je dit, d'un ton plat, neutre, ne lui laissant rien sur quoi s'appuyer. Écoute, je sais que les choses sont devenues bizarres, mais tu nous manques vraiment pour les barbecues. Connor est un désastre. Maman ne dort plus. C'est dur pour tout le monde. J'ai laissé le silence s'installer. Est-ce que Barbara s'excuse? Chloé a marqué une pause. S'excuser de quoi? C'était une blague, Clara. Tout le monde a ri. C'est toi qui en as fait toute une histoire. Alors nous n'avons rien à nous dire. J'ai raccroché et j'ai bloqué le numéro avant même de poser le téléphone. 17 minutes plus tard, un SMS est arrivé d'un autre numéro. Encore Chloé. Tu détruis cette famille. Connor boit. Maman ne dort plus. La tension de l'oncle Stan est au plafond. Tu es heureuse maintenant? C'est ce que tu voulais. Je l'ai lu 2 fois, j'ai fait une capture d'écran. Puis j'ai fait une capture d'écran des informations de contact et de l'heure. J'ai bloqué ce numéro aussi. Un autre SMS est arrivé 3 minutes plus tard. Un 3e numéro. J'espère que tu sais que tu vas le regretter. Tu te crois meilleur que nous? Tu n'es personne. Tu n'as jamais été personne. Capture d'écran, blocage. J'ai ouvert un dossier sur mon ordinateur portable intitulé « Ne pas répondre ». Je l'avais créé la semaine de mon départ. Une habitude prise après des années de gestion des correspondances clients, conserver des archives, tout documenter, ne jamais répondre sous le coup de l'émotion. J'ai glissé les 3 captures d'écran dans le dossier, je l'ai refermé et je suis retourné aux épreuves de signalétique du gala.
Les organisateurs avaient demandé d'augmenter la taille de la police de 2 points sur la bannière d'accueil. J'ai ajusté, sauvegardé le fichier et envoyé la révision. Au 7e mois, l'identité visuelle du gala était terminée. J'avais passé 3 semaines sur la dernière phase, peaufinant la typographie, ajustant la palette de couleurs pour qu'elle corresponde à la lumière de la montagne que j'observais depuis la fenêtre de mon studio chaque matin. Arthur a examiné les épreuves dans son bureau et m'a appelé cet après-midi-là. « Clara » a-t-il dit, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix, « vous nous avez donné quelque chose dont nous pouvons être fiers. » J'avais désormais 6 clients réguliers, l'hôtel, un restaurant sur Main Street, un atelier de poterie, une association qui donnait des cours d'art à des jeunes en difficulté, un agent immobilier, un torréfacteur qui voulait des étiquettes à l'aspect dessiné à la main. Mes revenus avaient discrètement dépassé ce que je gagnais à Blackwood, même si la richesse reste relative. Je n'étais pas riche. J'étais stable. Mon loyer était payé à temps, mes courses faites sans vérifier mon solde de compte au préalable. Maureen et moi dînions ensemble presque tous les mercredis. Rien d'extraordinaire, généralement le restaurant thaïlandais de College Street ou des plats à emporter manger sur le comptoir de son imprimerie après la fermeture. Elle ne posait jamais de questions sur Blackwood. Elle avait deviné les grandes lignes de ce qui s'était passé et avait décidé que les détails m'appartenaient si je voulais les partager. J'avais commencé à rencontrer d'autres petits commerçants du quartier, une femme qui tenait une boutique de bougies, un enseignant à la retraite qui vendait des aquarelles au marché du samedi. Des gens qui se présentaient par ce qu'ils créaient, et non par leurs liens familiaux. Une communauté choisie sur autre chose que le devoir du sang. Je repensais au post-it parfois. Tu n'as jamais mérité ça. Je repensais à la voix de Barbara au déjeuner. Personne ne remarquerait ton absence. Ils avaient raison sur un point, il ne me manquait pas. Ni les déjeuners, ni les rires forcés, ni cette table où je cuisinais pour que quelqu'un d'autre reçoive les honneurs. Connor avait signé les papiers du divorce sans contestation. It was almost final. 7 mois. C'était le temps qu'il avait fallu pour passer d'un hot-dog au déjeuner de Barbara à un studio portant le nom de ma mère sur la vitrine. 7 mois de réveils matinaux, de factures tardives, et d'apprentissage de ce que l'on ressent en dînant sans redouter ce que quelqu'un va dire. Si vous avez déjà reconstruit quelque chose à partir de rien, une carrière, une vie, votre propre respect de vous-même, racontez-le-moi dans les commentaires et partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Au 9e mois, 2 vies avaient pris des directions opposées, et il n'y avait pas besoin d'un graphique pour le voir. La mienne, un studio avec une enseigne sur la vitrine, un portfolio classé en première page de Google pour la recherche, graphiste Burlington, et un petit article dans la rubrique des entreprises locales du Burlington Free Press. La journaliste, une jeune femme nommée Kira, m'avait photographié à mon bureau, les montagnes visibles à travers la fenêtre derrière moi. La légende disait, Clara Harper de chez Harper Creative, dessinant un nouveau chapitre. J'avais scotché la coupure de presse sur le mur de mon studio, à côté de la carte de remerciement d'Hélène. À Blackwood, Connor s'était installé définitivement chez Barbara. La maison que nous avions partagée, celle dont nos 2 noms figuraient sur l'hypothèque, était tombée en défaut de paiement lorsque j'avais cessé de payer ma part, Connor ne pouvant couvrir la différence avec son salaire de mécanicien. Elle s'était vendue à perte. Le garage Miller Auto avait réduit ses horaires de 6 jours à 4 parce que Connor n'arrivait pas à gérer la charge de travail sans le soutien administratif que je lui apportais. Les emails de demande de renseignements restaient sans réponse. Les comptes étaient un désastre. Chloé avait été licenciée de la station Sunoco pour 3 absences injustifiées consécutives. Elle squattait chez une amie et n'avait pas parlé à Barbara depuis des semaines. L'oncle Stan avait cessé de venir au déjeuner. Il n'y avait plus grand-chose à y faire de toute façon. Selon Bethany, il avait dit à Barbara, la nourriture est mauvaise et la compagnie est pire. Bethany avait résumé la situation en un SMS, la maison de Barbara ressemble à un funérarium. Tout le monde est là, mais personne ne se parle. J'ai lu ce message un samedi matin alors que je prenais mon petit déjeuner au café au coin de la rue de mon studio. J'ai fermé mon téléphone, fini mes œufs et je suis allé travailler. J'avais un design d'étiquette à rendre pour le torréfacteur d'ici lundi. Les grains de café s'appelaient « Second souffle ». J'en ai apprécié l'ironie. Connor m'a retrouvé grâce à l'article de journal. Le Free Press avait mentionné Harper Creative sur Church Street. Il avait roulé 4 heures depuis Blackwood et s'est présenté à la porte de mon studio un jeudi après-midi, sans appeler.
J'étais à mon bureau en train d'examiner des épreuves lorsque la clochette au-dessus de la porte a tinté. J'ai levé les yeux. Pendant une seconde, je ne l'ai pas reconnu. Il avait perdu du poids, de la mauvaise façon celle qui vous creuse les joues et fait flotter vos vêtements comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Ses cheveux étaient plus longs. Ses mains, celles qui m'apportaient autrefois des fleurs sauvages, étaient enfoncées dans ses poches comme s'il ne leur faisait plus confiance. « Clara », a dit Connor. Nous sommes restés là. Je ne l'ai pas invité à entrer. Il n'a pas demandé. Maman avait tort, a-t-il dit. Ce qu'elle a dit au déjeuner. C'était mal. J'aurais dû le lui dire ce soir-là. J'aurais dû le lui dire il y a bien longtemps. J'ai attendu. Il a regardé le sol, puis m'a regardé à nouveau. Reviens à la maison. On peut arranger ça. Je vais parler à maman. Je vais vraiment le faire cette fois. J'ai observé son visage. Le garçon de la foire du comté était toujours là, quelque part, enfoui sous la fatigue, sous 4 heures d'autoroute, sous une année de conséquences qu'il n'avait pas prévues. Cette fois, j'ai dit, il a fallu que je disparaisse pour que tu trouves ta voie. Et tu me dis encore de revenir à la maison comme si le problème était mon départ, et non pas ses paroles. Il a ouvert la bouche. Je dois te dire quelque chose. Laisse-moi te montrer quelque chose d'abord. Je me suis approché de mon bureau, j'ai ouvert le tiroir du haut, celui avec le post-it, et j'ai sorti une enveloppe Kraft. Les papiers du divorce finalisés, signés par nous deux. Validé, terminé. Je lui ai tendu. Il a regardé l'enveloppe comme s'il s'agissait d'un être vivant. Puis il l'a prise. Je suis désolé, Clara. Je sais. Il est resté là encore un instant, puis s'est retourné et est sorti. La clochette a tinté derrière lui. J'ai refermé le tiroir. Connor avait dû parler des papiers à Barbara dès son retour, car le téléphone de mon studio a sonné à 9 h le lendemain matin. Un numéro que je ne connaissais pas. Barbara avait trouvé le numéro de ligne fixe que j'avais publié pour les demandes de clients. J'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale. Le message faisait 3 minutes. La voix de Barbara a commencé serrée, contrôlée, de la façon dont elle parlait quand elle donnait des consignes aux enfants de la garderie. Puis elle s'est brisée comme un barrage. Tu crois que tu peux juste partir? Tourner le dos à ma famille, à mon fils? Tu te prends pour quelqu'un maintenant parce que tu as une petite boutique dans une ville dont personne n'a jamais entendu parler? Laisse-moi te dire une chose, Clara. Tu as toujours été une simple invitée dans cette famille. Tu n'as jamais été l'une des nôtres. Tu n'allais jamais le devenir. Et Connor se porte bien mieux sans toi pour le tirer vers le bas avec ton triste petit passe-temps de graphiste et ta triste petite mère morte. Le message s'est coupé. Limite de la messagerie atteinte. Je me suis assise sur ma chaise et j'ai écouté le silence qui a suivi. Je l'ai réécouté une fois de plus. Non pas pour me faire du mal, j'avais dépassé ce seuil depuis des mois. Je l'ai écouté pour entendre ce que Barbara ne pouvait pas entendre dans sa propre voix, de la panique. La matriarche perdait le contrôle. Et plus elle serrait fort, plus les choses lui glissaient entre les doigts. J'ai sauvegardé le message vocal et je l'ai glissé dans le dossier ne pas répondre. Je n'ai pas rappelé. Cette phrase m'est restée en tête, pourtant. Tu as toujours été une simple invitée dans cette famille. Elle l'avait dit lors du Thanksgiving de la 2e année. Elle le répétait aujourd'hui, hurlant dans un répondeur. Même mot, même femme. Mais elle se trompait sur un point, les invités ne font pas la vaisselle. Les invités ne préparent pas la nourriture. Les invités ne gèrent pas les comptes. Et les invités, quand ils en ont assez, ont absolument le droit de s'en aller. La vérité sur les Miller n'a pas éclaté parce que j'ai raconté ma version des faits. Elle a éclaté parce que je n'ai pas eu besoin de le faire. Blackwood était une petite ville. Les gens remarquaient les choses. Ils ont remarqué que les déjeuners étaient passés de 25 invités à 8, puis à plus rien du tout. Ils ont remarqué que Connor semblait avoir pris 5 ans en une année. Ils ont remarqué que Barbara avait cessé d'aider pour la vente de gâteaux de l'église et le marché de Noël, des événements qu'elle gérait depuis une décennie. Et ils ont remarqué que la personne qui avait toujours été à l'arrière-plan de chaque rassemblement des Miller, installant les tables, portant les plateaux, nettoyant après tout le monde, avait disparu. Carol Morrison et Diane Puy, 2 femmes qui s'étaient assises à la table de Barbara et avaient mangé ma salade de macaroni pendant des années,
ont contacté Bethany de leur côté. Nous aimerions parler à Clara, a dit Carol. Nous avons vu comment Barbara la traitait. Nous aurions dû dire quelque chose. Nous ne l'avons pas fait et nous en avons honte. Bethany m'a transmis leur numéro. Je n'ai pas appelé tout de suite. Une semaine plus tard, j'ai envoyé un SMS tout simple à Carol, merci. Cela me touche plus que vous ne le pensez. Elle a répondu, nous prions pour toi, ma chérie. Et nous avons arrêté d'aller chez Barbara. Cela ne nous semblait plus juste après avoir admis ce que nous avions vu se passer. La réputation des Miller ne s'est pas effondrée en un instant. Il n'y a pas de scène dramatique, pas de règlement de compte public. Ce fut plus silencieux, l'érosion lente et irréversible d'une fondation qui se vissait depuis des années. Moins de personnes à l'église parlaient à Barbara après les services. Moins de voisins apportaient des plats quand l'oncle Stan était hospitalisé. Le récit que Barbara propageait, Clara a fait une dépression, Clara nous a abandonnés, pauvre Connor, a commencé à perdre de sa crédibilité à mesure que les gens comparaient cette version à ce qu'ils avaient vu de leurs propres yeux. Chloé et Barbara ont fini par se retourner l'une contre l'autre. C'était inévitable. Deux personnes qui s'étaient unies contre une cible commune n'ont plus grand-chose en commun lorsque la cible se retire de leur portée. Bethany a appris les détails par une caissière de chez Anaphore qui habitait dans la rue de Barbara. Chloé s'était installée dans la chambre que Connor et moi partagions, celle dont la fenêtre donnait sur le jardin et le barbecue éteint. Elle et Barbara se disputaient depuis des semaines. Chloé voulait utiliser la cuisine pour lancer une activité de préparation de plats à emporter qu'elle avait vue sur TikTok. Barbara lui a répondu que sa cuisine n'était pas une cafétéria. Le ton est monté. « C'est ta faute !» a hurlé Chloé lors de leur dernière dispute. « Tu l'as fait fuir. Tu as chassé la seule personne qui faisait tourner cette famille, et maintenant tout s'effondre pendant que tu restes assise sur ta chaise à faire comme si tu dirigeais encore quelque chose. » La réponse de Barbara, « Ne t'avise pas de me rejeter la faute. J'ai maintenu cette famille unie pendant 20 ans. Tu l'as maintenue unie en faisant peur à tout le monde, a dit Chloé. Chloé a déménagé le lendemain. Elle a emballé ses vêtements dans 2 sacs poubelles et est allée s'installer chez une amie de l'époque de la station-service. La chambre du sous-sol est restée vide. En attendant, l'oncle Stan a eu un problème de santé. Un léger malaise cardiaque à l'épicerie. Une ambulance l'a emmené aux urgences. Barbara lui a rendu visite. Elle s'est assise sur la chaise près de son lit et a essayé de parler de la pluie et du beau temps. Stan l'a regardée et lui a dit, « Tu sais, Barbara, si tu avais été à moitié aussi gentille avec cette fille que tu l'étais avec les enfants de ta garderie, j'aurais peut-être encore quelqu'un pour me conduire à mes rendez-vous. » Barbara n'a pas répondu. Elle est rentrée chez elle, s'est garée dans l'allée, et est restée assise dans sa voiture pendant 40 minutes avant d'entrer dans une maison où il ne restait qu'une seule personne, Frank, sur son fauteuil, regardant la télévision avec le volume au maximum. Le gala du Conseil des Arts avait lieu dans 6 semaines quand Arthur m'a demandé de prendre la parole lors de l'ouverture. Nous étions assis dans son bureau, une pièce étroite située au-dessus d'une librairie, les murs couverts d'affiches encadrées retraçant 30 ans d'événements. Il a versé du café d'une bouteille isotherme et a fait glisser une tasse sur le bureau. Le comité aimerait que vous disiez quelques mots sur ce que signifie construire quelque chose de nouveau à Burlington. Votre histoire résonne en beaucoup de gens, Clara. Mon histoire. Il n'en connaissait pas la moitié, et je n'avais pas l'intention de la lui raconter. Mais cette invitation a fait basculer quelque chose dans ma poitrine. La même sensation que lorsqu'Hélène avait regardé mes épreuves en disant « Où te cachais-tu » J'ai dit oui avant de pouvoir changer d'avis. J'ai passé les 2 semaines suivantes à concevoir les supports du gala et à répéter 4 phrases devant le miroir de ma salle de bain. Je suis graphiste, pas oratrice. L'idée de me tenir debout devant 150 personnes me faisait transpirer des mains comme aucun des déjeuners de Barbara ne l'avait jamais fait. Au moins, là-bas, personne ne s'attendait à ce que je prenne la parole. Puis Bethany a appelé. « Attention », a-t-elle dit. Sa voix avait ce ton prudent et mesuré qu'elle utilisait lorsqu'elle remettait des trouvailles de la bibliothèque aux personnes qu'elle appréciait. Quelqu'un à Blackwood a partagé l'invitation du gala sur Facebook. Je ne sais pas qui, mais Barbara l'a vu. Mon estomac s'est serré. Comment le sais-tu ? Connor m'a appelé. Il a dit que Barbara tempêtait à ce sujet depuis mardi. Elle répète, elle nous a quittés et maintenant on lui rend hommage. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Connor lui a dit de laisser tomber.
Et Barbara a dit, non, quelqu'un doit dire à ces gens qui elle est vraiment. J'ai fait face à ma fenêtre. Qu'elle vienne, ai-je dit. Le jour du gala, je me suis préparé dans mon studio parce que cela me semblait juste de partir de l'endroit que j'avais moi-même construit. Une robe bleue, simple, bien coupée, la plus jolie chose que je possédais. Je l'avais achetée pour $32 dans une boutique de fripes sur Main Street. Maureen est passée m'apporter un petit écrin de velours. À l'intérieur, il y avait une broche en argent en forme de fleur de cornouiller. Elle appartenait à ma grand-mère, a-t-elle dit. Elle l'a portée pour tous les événements importants. Je veux que tu la portes ce soir. Je l'ai épinglée sur ma robe et je me suis regardé dans le miroir. La femme qui me faisait face n'était plus celle qui s'était assise au bout de la table de Barbara avec de la moutarde sur les doigts. Même visage, mais postures différentes, regards différents. Le lieu était une salle de bal restaurée à l'hôtel Vermont sur College Street. De hauts plafonds, des briques apparentes, un éclairage chaleureux qui donnait à l'ensemble des allures de tableau. 150 invités, des artistes, des propriétaires d'entreprises, des membres du conseil municipal, des directeurs de galeries, des gens qui créaient des choses et des gens qui en finançaient la création. Mon travail était partout. Le design de l'invitation sur des chevalets à l'entrée, les programmes disposés en éventail sur les tables de cocktails, la bannière d'accueil au-dessus de la scène, et la typographie que j'avais passé 3 semaines à peaufiner. Mon nom dans le programme, identité visuelle par Harper Creative, Clara Harper. J'ai touché la broche sur ma robe, et j'ai pris une inspiration. Pendant ce temps et je l'ai appris plus tard par Bethany, qui le tenait de Connor, Barbara Miller roulait sur l'Interstate 89, en direction du nord vers Burlington. Connor conduisait. Il n'avait pas voulu venir. Barbara s'était tenue devant la porte d'entrée, son sac à main sous le bras et dans sa robe du dimanche, en disant « Elle ne va pas se tenir devant une pièce pleine d'inconnus et jouer les victimes. » Roule. Maman, c'est une mauvaise idée. Barbara avait répété « Roule. » Chloé avait envoyé un SMS à Connor cet après-midi-là, « Laisse-moi en dehors de ça. » Fille intelligente. C'était la première chose intelligente qu'elle faisait depuis longtemps. Il y a un an, je me tenais dans le jardin de Barbara, de la moutarde sur les doigts, écoutant une table entière rire à l'idée que je disparaisse. Maintenant, je me tiens dans une salle de bal avec mon nom sur chaque mur. Et la femme qui disait que personne ne remarquerait mon absence venait de rouler 4 heures pour me retrouver. C'est drôle de voir comment les choses tournent. Restez avec moi, car ce qui s'est passé ensuite est la raison même pour laquelle je vous raconte cette histoire. Le gala a ouvert ses portes à 19 h. Je me tenais près de l'entrée et saluais les personnes avec qui j'avais travaillé, Hélène dans une robe portefeuille verte, le torréfacteur dans un blazer qu'il ne portait visiblement pas souvent, la propriétaire de l'atelier de poterie avec de l'argile encore sous les ongles. Maureen circulait, un verre de vin à la main et un appareil photo en bandoulière, prenant des photos de la signalétique, des invités et des programmes, comme un parent fier au spectacle de l'école. Arthur s'est approché du micro à 19 h 30. La pièce s'est tue. Bonsoir. Merci à tous d'être ici pour célébrer les arts dans notre communauté. Il a parlé pendant quelques minutes de la mission du conseil, des subventions allouées, des artistes soutenus. Puis il a dit, notre identité visuelle cette année a été créée par quelqu'un qui s'est installé à Burlington il y a moins d'1 an et qui est déjà devenu un pilier de notre communauté créative. Son travail est partout où vous regardez ce soir. Et si vous ne l'avez pas remarqué, c'est parce qu'il est si bien fait qu'on a l'impression qu'il a toujours été là. S'il vous plaît, accueillez Clara Harper, de chez Harper Creative. Les applaudissements ont été chaleureux et immédiats. Je me suis avancé vers le micro sur des jambes qui me semblaient appartenir à quelqu'un de plus confiant. J'ai fait court. Il y a 1 an, quelqu'un m'a dit que j'étais insignifiante, que si je disparaissais, personne ne s'en rendrait compte. J'ai pris cela comme une invitation. Quelques personnes ont ri. Un rire bienveillant, du genre qui dit qu'ils sont avec vous. J'ai disparu et j'ai construit cela. Non pas parce que j'avais besoin de leur prouver qu'ils avaient tort, mais parce qu'aimaient besoin de me prouver que j'avais raison. Merci, Burlington, d'être l'endroit où l'on m'a permis d'exister à haute voix. Les applaudissements ont été plus nourris cette fois. Maureen a poussé des cris de joie du fond de la salle. Hélène s'est épongée les yeux avec une serviette de cocktail. Je me suis écarté du micro et j'ai expiré. C'est alors que je les ai vus, au fond de la salle de bal, près des doubles portes.
Barbara dans sa robe du dimanche. Connor dans une chemise boutonnée froissée, immobile, me fixant du regard. Barbara a balayé la pièce du regard de la même manière qu'un général examine un champ de bataille. Ses yeux sont passés de la bannière d'accueil au chevalet, puis au programme sur les tables de cocktail et aux invités dans leur tenue de soirée. Elle a regardé la signalétique, mes lignes épurées, mes couleurs chaleureuses, mon nom dans le coin inférieur de chaque support, et sa mâchoire s'est crispée. Ce n'était pas ce qu'elle était venue chercher. Elle s'attendait à me trouver en difficulté, gérant un café, vivant dans une chambre louée. Elle s'attendait à trouver la version de moi qu'elle s'était construite dans sa tête, fragile, désespérée, attendant d'être secourue de sa propre mauvaise décision. À la place, elle trouvait une salle de bal, 150 personnes, une standing ovation. Mon nom sur les murs. Elle a commencé à marcher vers moi. Connor a attrapé son bras, maman, non. Elle s'est dégagée sans le regarder. Je me suis excusé auprès du propriétaire de galerie avec qui je discutais d'une éventuelle commande. J'ai observé Barbara traverser la pièce. La foule ne s'est pas écartée pour elle, ils ne l'ont tout simplement pas remarqué. Elle n'était personne ici. Elle m'a rejointe près du bar à cocktail. Le barman versait un verre de vin à un client. La salle vibrait encore de l'énergie d'après-discours. Personne ne prêtait encore attention à nous. Tu crois que tu peux juste tourner le dos à ma famille, a dit Barbara d'une voix basse et contenue, et devenir une sorte de célébrité? J'ai gardé le même ton. Je n'ai pas tourné le dos à ta famille, Barbara. J'ai fui la façon dont ta famille me traitait. Nous te traitions comme notre famille. Tu m'as dit devant 23 personnes, à ta propre table, que personne ne remarquerait mon absence. Ses lèvres se sont serrées. Une femme à la table d'à côté a jeté un coup d'œil, puis une autre. L'atmosphère autour de nous commençait à changer. La voix de Barbara a monté, pas progressivement, mais d'un coup, comme si l'on pressait sur un interrupteur. C'était une blague, a-t-elle dit, assez fort pour couper court aux conversations les plus proches. Tout le monde a ri. Tu n'as pas d'humour et maintenant tu as ruiné la vie de mon fils. Des têtes se sont tournées. Les murmures se sont tus autour de nous, se propageant comme des ronds dans l'eau après qu'on y a jeté une pierre. 150 personnes dans une salle de bal restaurée, et chacune d'elles regardait cette femme en tenue du dimanche qui criait sur la graphiste dont le nom figurait sur leur programme. Votre fils est un adulte, ai-je dit, d'une voix calme, de ce ton posé que j'utilisais lors des appels clients quand une modification ne convenait pas. Sa vie est sous sa responsabilité. Tu l'as abandonné, a dit Barbara, la voix fêlée. Tu as brisé cette famille. Tout allait bien avant que tu ne décides que tu étais trop bien pour nous. Tout allait bien pour vous, Barbara. Pas pour moi. Elle a fait un pas en avant. Son doigt s'est levé, pointant ma poitrine. Espèce d'ingrate. Après tout ce que j'ai. Sa voix s'est brisée. Non plus sous le coup de la rage cette fois, mais de quelque chose de sous-jacent. Quelque chose qui ressemblait, pendant une fraction de seconde, au visage d'une femme qui avait passé 20 ans à maintenir sa famille unie et ne comprenait pas pourquoi tout s'effondrait sans la belle-fille qu'elle avait chassée. Puis Arthur est apparu, calme, ferme, la main doucement levée entre nous deux. Madame, je vais devoir vous demander de baisser d'un ton. C'est un événement privé. Barbara s'est retournée contre lui, ne me dites pas ce que j'ai à faire. Cette femme a abandonné ma famille. Elle a quitté mon fils. Madame, a répété Arthur. Il n'a pas haussé la voix, il n'en avait pas besoin. La pièce était dans un silence de mort. Chaque personne rencontrée cette année-là, chaque client, chaque voisin, chaque ami regardait cette femme qui criait et cette graphiste impassible debout à 1 mètre l'une de l'autre. J'ai gardé une voix basse. Barbara, tu as dit quelque chose lors de ton déjeuner il y a 1 an. Tu as dit que si je disparaissais demain, personne ne remarquerait mon absence. Tu t'en souviens? Elle a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. J'ai disparu. Et tu as conduit 4 heures pour me retrouver. Tu es entré dans une salle pleine de gens qui connaissent mon nom pour te mettre à hurler. J'ai marqué une pause. On dirait bien que quelqu'un a fini par remarquer mon absence, après tout. Le silence a persisté. Puis quelqu'un près de la scène a applaudi, lentement, délibérément. Un autre a suivi. Une vague régulière d'applaudissements s'est propagée dans la salle de bal. Barbara a regardé les visages autour d'elle compatissants,
consterné, plein de pitié. Et pour la première fois depuis que je la connaissais, elle n'a rien trouvé à dire. Le matriarche, celle qui contrôlait tout, debout au milieu d'une pièce d'inconnu qui la voyait pour ce qu'elle était. Une femme qui avait conduit 4 heures pour démolir la personne qui venait de remercier une ville de lui avoir permis d'exister. Et le post-it que tu as laissé dans le carton de ma mère, ai-je dit, tu n'as jamais mérité ça. Je l'ai gardé. Non pas parce que cela fait encore mal, mais parce qu'il me rappelle exactement avec qui je vivais. Son menton a tremblé. Je ne sais pas de quoi tu. Si, tu le sais. Calme. Définitif. Elle s'est retournée et s'est dirigée vers les portes. Connor en a tenu une ouverte. La porte s'est refermée derrière eux dans un clic léger qui a résonné dans cette pièce silencieuse comme un point final au bout d'une très longue phrase. Je suis sorti 20 minutes plus tard. Connor était appuyé contre la berline de Barbara, moteur tournant. Barbara était assise sur le siège passager, tête basse. J'aimais dû l'arrêter, a-t-il dit. Pas seulement ce soir. Depuis le début. Chaque déjeuner, chaque blague, chaque fois qu'elle t'appelait une invitée et que je ne disais rien. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Il a baissé les mains. Parce que j'avais peur d'être le prochain sur qui elle s'en prendrait. Sa voix s'est brisée et, pendant un instant, j'ai vu ce petit garçon de 14 ans dont le père était revenu en fauteuil roulant et dont la mère était devenue une forteresse. Il avait appris tôt que la forteresse vous gardait en sécurité, tant que vous ne contestiez jamais le bâtisseur. Ce n'est pas une excuse, a-t-il dit. Non, ai-je acquiescé. Ça ne l'est pas, prends soin de toi, Connor. J'ai marché vers la salle de bal. Le moteur a vrombé derrière moi, les pneus ont crissé sur la chaussée, puis le silence est revenu. 2 mois plus tard, le divorce était prononcé. J'ai signé, Clara Harper, le nom de ma mère. Dernière nouvelle de Bethany à Blackwood, Barbara n'avait plus organisé de déjeuner depuis le gala. Le barbecue trônait sous une bâche bleue, accumulant la rouille. Connor avait vendu le garage Miller Auto et avait pris un poste de mécanicien chez un concessionnaire local à Portland. Un taux horaire, pas d'enseigne à son nom. Chloé s'était inscrite à un cours de comptabilité en ligne. Bethany disait qu'elle semblait plus posée. L'oncle Stan s'était installé dans une résidence pour personnes âgées près d'Augusta, des repas réguliers, des parties de cartes le jeudi, des gens qui lui parlaient parce qu'ils en avaient envie. Le nom des Miller évoquait autrefois des repas en plein air, des chaises pliantes et la cuisine de Barbara. La personne qui lui avait donné du sens était celle-là même à qui ils avaient dit de disparaître. Un samedi après-midi de fin mars, j'ai fait griller des hot-dogs sur la terrasse de mon toit. Maureen a apporté les pains. Hélène a apporté la salade de choux. J'ai préparé la salade de macaroni de ma grand-mère, celle dont Barbara s'attribuait le mérite. Des assiettes en carton, des fleurs sauvages du jardin communautaire, pas de chaises pliantes vertes, pas de reine recevant ses sujets. Nous avons mangé, nous avons ri. Personne ne s'est attribué le mérite du travail d'un autre. J'ai pris un hot-dog, de la moutarde, des condiments, j'ai mordu dedans lentement. J'ai regardé les montagnes vertes virer à l'orange sous la lumière du soir. Même nourriture, table différente. Même femme, vie différente.